Ma femme, paresseuse, a demandé le divorce après avoir hérité des 15 millions de dollars de son grand-père. Être diplômé du lycée ne correspond plus à mon style de vie. J'ai répondu, tu as raison. Elle m'a remis les papiers au tribunal. Et voilà que sa mère, l'avocate spécialisée en divorce la plus redoutée et la plus chère de la ville, s'est assise à côté de moi. Elle l'a regardé et a dit, il n'a pas besoin de me convaincre. C'est toi qui le fais. Tu sais, on dit qu'une vie peut basculer en un instant. Eh bien, laissez-moi vous dire une chose. Celui qui a dit ça ne plaisantait pas. Je m'appelle Jackson Ward, et jusqu'à il y a 3 semaines, je pensais avoir ma vie à peu près tout tracée. Certes, ce n'était pas glamour, mais c'était la mienne. Je travaille comme responsable de la maintenance au lycée Roosevelt depuis 14 ans maintenant, et honnêtement, j'étais doué. Vraiment doué. Les enfants me respectaient. Les professeurs m'écoutaient vraiment quand je leur disais que les chauffages de leur salle de classe faisaient des siennes. Et j'étais fier de faire fonctionner ce vieux bâtiment en briques comme une horloge. Mais revenons un peu en arrière. Il faut que je vous parle de Belle, ma femme. Enfin, bientôt ex-femme, mais on y reviendra. On était mariés depuis 9 ans, et quelle aventure! Quand je l'ai rencontrée dans un petit café du centre-ville, elle était un tourbillon d'énergie et de rêve. Elle avait cette façon de parler de l'avenir comme si c'était un endroit magique où tout se mettrait en place. J'ai craqué pour son optimisme, cette étincelle qu'elle avait. Le problème, c'est que Spark ne semblait jamais trouver un terrain d'entente assez longtemps pour vraiment prendre feu. Durant nos 9 années ensemble, Belle a enchaîné les boulots comme si elle jouait à la marelle. D'abord, elle a travaillé dans l'immobilier pendant environ 6 mois, avant de se rendre compte que son courtier était totalement toxique et n'appréciait pas sa vision. Puis est arrivée toute la phase MLM avec ses huiles essentielles. Mon Dieu, notre garage sent encore la menthe poivrée et le désespoir à cause de tous ces kits de démarrage qu'elle n'a jamais vendus. Après ça, c'était le graphisme. Même si elle n'avait jamais touché à Photoshop de sa vie, elle s'est inscrite à des cours en ligne, a acheté tous les logiciels nécessaires et a aménagé un bureau à domicile dans notre chambre d'amis. 3 semaines plus tard, elle se plaignait que l'art numérique n'était pas sa vocation. Ne vous méprenez pas, je l'ai soutenue tout au long du processus, chaque changement de carrière, chaque opportunité professionnelle, chaque idée brillante qui a fait long feu. J'ai cru en elle, vous savez, quand elle a voulu essayer le yoga, je l'ai aidée à transformer le sous-sol en studio. Lorsqu'elle a commencé à créer des bijoux, je lui ai construit un établi complet avec un éclairage adéquat et tout le nécessaire. Je l'ai même aidée à créer cette boutique en ligne où elle allait vendre des pièces vintage triées sur le volet, qui n'étaient en fait que des objets achetés dans des friperies et majorés de 400%. Pendant tout ce temps, je continuais à arriver au travail tous les matins à 6 heures pour réparer des casiers cassés, déboucher des toilettes et veiller à ce que ses enfants aient un endroit sûr et propre pour apprendre. Mon salaire n'était peut-être pas impressionnant, mais il était stable. Cela permettait de subvenir aux besoins de la famille, de nourrir la famille et de suivre les dernières aventures entrepreneuriales de Belle. Je pensais qu'on formait une équipe, vous savez. Bien sûr, elle était parfois frustrée quand l'argent manquait, surtout quand ses amis publiaient des articles sur leurs vacances de rêve ou leurs sacs à main de créateurs sur les réseaux sociaux, mais je me disais que c'était comme ça que fonctionne le mariage. On accepte le bon comme le mauvais, on se soutient mutuellement dans les moments difficiles et on continue à construire quelque chose ensemble. Puis, il y a 3 semaines, tout a basculé. Le grand-père de Réalel, un vieil homme nommé Harold, que je n'avais rencontré que 2 fois en 9 ans, est décédé. Harold était un de ces riches et discrets, il a vécu dans la même maison modeste pendant 40 ans, conduisait une Buick de 15 ans, portait les mêmes 3 pulls en rotation. On ne devinerait jamais que cet homme était riche, mais apparemment, il avait construit discrètement ce portefeuille d'investissement pendant des décennies. Et lorsque les avocats ont lu son testament, Belle a hérité de 5 millions de dollars. 5 millions de dollars. Je me souviens exactement du moment où elle a reçu l'appel. Elle était assise à la table de la cuisine, encore en pyjama à 14 heures, feuilletant les pages de son téléphone à la recherche de sa prochaine grande opportunité. Quand son cousin Marcus a appelé pour m'annoncer la nouvelle, j'ai vu son visage passer par une quinzaine d'émotions différentes en l'espace de 30 secondes. Le choc, l'incrédulité, l'excitation, et puis autre chose. Quelque chose qui m'a retourné l'estomac, même si je n'ai pas su le nommer sur le moment. Ce soir-là, après qu'elle ait passé la journée à appeler toutes ses connaissances pour lui annoncer la nouvelle, je me suis dit qu'on pourrait enfin se retrouver et discuter de ce que cela signifiait pour nous. On pourrait peut-être rembourser notre prêt immobilier, faire ce voyage en Europe dont elle parlait toujours.
Ou alors, peut-être que je pourrais enfin prendre un peu de temps libre et simplement profiter d'être ensemble sans le stress constant de l'argent. Au lieu de cela, Belle s'est assise en face de moi à notre petite table à manger. La même table où nous avions partagé des milliers de repas, où nous avions planifié notre avenir, où je l'avais aidé à trouver des noms d'entreprise et à calculer les coûts de démarrage. Et elle m'a regardé avec cette expression que je ne lui avais jamais vue auparavant. C'était froid, calculateur, comme si elle me voyait pour la première fois et n'aimait pas trop ce qu'elle voyait. Jackson, dit-elle d'une voix étrangement formelle. J'ai réfléchi. Je me penchai en avant, prêt à entendre parler de stratégie d'investissement ou peut-être de projet pour ouvrir cet hôtel-boutique dont elle avait toujours rêvé. Au lieu de cela, elle croisa les bras et prononça les mots qui résonneraient dans ma tête pendant des semaines. J'ai besoin de quelqu'un qui corresponde à mon style de vie maintenant. Un diplôme d'études secondaires ne suffit plus. Je veux divorcer. Juste comme ça. Sans prétention, sans déception, sans reconnaissance des 9 années passées à construire notre vie ensemble. Elle fit glisser ce dossier en papier craft sur la table comme si elle remettait un rapport lors d'une réunion d'entreprise. Son ton était suffisant, ni triste, ni désolé, juste satisfait, comme si elle avait enfin trouvé comment remplacer quelque chose auquel je ne m'attendais pas. La liberté, la clarté et une famille que j'ai choisie. Elle a essayé de me détruire parce qu'elle pensait qu'elle pouvait. Mais je n'ai jamais eu à me battre seul. J'avais quelqu'un qui croyait en moi quand cela importait le plus. Son nom était Céleste, et elle a tout changé. Vieux téléphone par le dernier modèle. Je restais assis là, les yeux rivés sur ce dossier, et pendant un instant, je n'arrivais même pas à comprendre ce qui se passait. C'était la femme que j'avais soutenue à chaque échec, à chaque crise de confiance, à chaque crise à 2 heures du matin, incapable de savoir ce qu'elle voulait faire de sa vie. La femme pour qui j'avais construit des meubles, préparé le dîner quand elle était trop stressée pour fonctionner, tenue dans mes bras quand elle pleurait parce qu'elle se sentait comme une ratée. Et maintenant, avec 5 millions de dollars sur son futur compte en banque, je n'étais soudain plus à la hauteur. Trop ouvrière, trop ordinaire, trop rappelant la vie qu'elle voulait laisser derrière elle. Je l'ai regardée, assise là, dans son pyjama de créateur que je lui avais offert pour Noël, dans la maison que mon oncle m'avait laissée, à la table que j'avais refaite de mes propres mains. Elle avait un petit sourire au coin des lèvres, comme si elle avait déjà gagné à un jeu auquel j'ignorais même qu'on jouait. C'est alors que j'ai prononcé les 2 mots qui allaient tout changer. Tu as raison. Son sourire s'est légèrement estompé. Comme si elle s'attendait peut-être à ce que je me batte, que je supplie ou que je promette de devenir quelqu'un d'autre, mais je ne l'ai pas fait. Parce qu'à ce moment-là, assise au milieu des décombres de ce que je croyais être mon mariage, un déclic s'est produit. Elle avait raison. On ne s'entendait plus. Mais pas pour la raison qu'elle pensait. Et c'est là que tout a commencé à changer. On aurait pu croire qu'après un divorce aussi explosif, Belle aurait fait preuve d'un peu de retenue. Peut-être même d'un minimum de décence humaine. Bon sang, je me serais contenté qu'elle fasse semblant de se sentir mal pendant 5 minutes. Mais non, l'héritage n'était même pas encore arrivé sur son compte, et elle se comportait déjà comme une sorte de requin de l'entreprise qui aurait senti le sang dans l'eau. Le lendemain matin, je me suis réveillé et je l'ai trouvée assise au comptoir de la cuisine, son ordinateur portable ouvert, une pile de papiers imprimés à côté d'elle, et ce sourire prédateur qui m'a donné la chair de poule. Elle était debout depuis Dieu sait quand. Et à en juger par son apparence, elle avait été occupée. Très occupée. Bonjour, Jackson, dit-elle sans même lever les yeux de ce qu'elle était en train d'écrire. J'espère que tu as bien dormi, parce qu'il faut qu'on parle affaires. Affaires. Comme si notre mariage de 9 ans n'était qu'une simple start-up ratée. Elle avait besoin de liquider ses comptes. Elle glissa un autre dossier sur le comptoir. Celui-ci était plus épais que le premier, avec de petits onglets colorés qui dépassaient sur les côtés, comme si elle avait tout organisé avec la précision d'une opération militaire. J'ai demandé à mon avocat de rédiger les détails, dit-elle en me regardant enfin avec ce regard froid qui s'illuminait autrefois lorsque j'entrais dans une pièce. J'ai ouvert le dossier, je vous jure, c'était comme lire une liste noire avec mon nom en tête. Elle ne voulait pas simplement rompre notre mariage. Elle voulait me réduire à néant et me laisser au milieu des décombres. Premier point, la maison. Ma maison, le ranch de 3 chambres que mon oncle Tommy m'avait légué à son décès 5 ans plus tôt. L'endroit où j'avais passé mes étés d'enfance à apprendre à bricoler. La maison que j'avais entièrement rénovée pièce par pièce, la transformant d'une maison à rénover en un lieu dont nous pourrions être fiers.
Elle la voulait, tout entière. Cette maison a pris beaucoup de valeur depuis la mort de ton oncle, dit-elle comme si elle lisait un manuel d'immobilier. Étant donné que nous sommes mariés depuis 9 ans, j'ai droit à au moins la moitié de la valeur nette. Mais comme j'aurai besoin d'un endroit plus adapté à ma nouvelle situation, je pense qu'il est juste que j'obtienne la propriété entière. Juste. Elle a utilisé le mot juste pour essayer de me voler le toit. Mais ce n'était même pas le pire. Elle voulait 80% de nos économies communes. L'argent que j'avais gagné en me levant avant l'aube pendant 14 ans, en gérant des chaudières en panne et des salles de bain inondées, et les 1000 petites urgences qui font tourner une école. L'argent qui avait financé chacune de ces entreprises ratées, chaque cours qu'elle avait suivi puis abandonné, chaque opportunité d'investissement qui s'est avérée être une autre impasse. Et puis il y avait ma voiture, ma Ford F-150 2018 que j'avais économisée pendant 2 ans pour l'acheter, et que j'avais payée à la sueur de mon front et en heures supplémentaires. Elle voulait ça aussi, prétextant que, puisque nous étions mariés quand je l'ai achetée, c'était un bien matrimonial. Peu importe qu'elle ne l'ait jamais conduite, qu'elle n'ait jamais participé au paiement, qu'elle ne l'ait même jamais aimée parce qu'elle n'était pas assez luxueuse à son goût. Et la cerise sur le gâteau de toute cette pension alimentaire du dimanche. Elle voulait que je lui verse une pension alimentaire mensuelle pendant qu'elle réfléchissait à la suite de sa nouvelle fortune. La femme qui allait hériter de 5 millions de dollars voulait que le type qui gagnait 48 000 dollars par an en réparant des toilettes lui envoie un chèque mensuel. J'ai dû rester silencieux trop longtemps, car elle s'est adossée à sa chaise et m'a lancé un regard de chat qui vient d'acculer une souris et se demande s'il va jouer avec elle ou la tuer. Jackson, a-t-elle dit, d'une voix faussement doucereuse qui m'a fait mal aux dents. Je sais que ça peut paraître insurmontable, mais soyons réalistes. Tu ne peux pas te permettre de me contredire là-dessus. Franchement, qu'est-ce que tu vas faire? Engager un avocat au rabais avec ton salaire de responsable de maintenance? Elle se leva et contourna le comptoir, s'approchant suffisamment pour que je puisse sentir son parfum hors de prix. Le truc que je lui avais offert pour notre dernier anniversaire, quand je pensais qu'on construisait quelque chose ensemble, au lieu de l'avoir rongé son frein en attendant mieux. Voilà le truc, continua-t-elle. Et maintenant, sa voix se transforma presque en un murmure, comme si elle me confiait un secret intime. Je vais bientôt avoir des ressources que tu n'imagines même pas. Je peux faire traîner ça pendant des années. Je peux engager les meilleurs avocats de l'État. Je peux te rendre la vie absolument impossible jusqu'à ce que tu me donnes ce que je veux de toute façon. Elle marqua une pause, le temps de réfléchir, ou tu peux être malin et simplement signer les papiers. Prends les miettes que je veux bien te laisser et continue ta vie. Puis elle sourit, vraiment, et me dit cette phrase dont je me souviendrai jusqu'à ma mort. Tu seras ruiné avant même d'avoir trouvé un bon avocat pour te rappeler. Elle le disait comme si elle me rendait service, comme si elle était une sorte de une reine bienveillante offrant sa clémence à un paysan qui l'avait offensé. La suffisance qui émanait d'elle était si forte qu'on aurait pu la couper au couteau. J'étais assis là, à regarder cette femme qui avait partagé mon lit pendant 9 ans, qui avait pleuré dans mes bras quand ses rêves s'étaient effondrés, qui avait promis de m'aimer pour le meilleur et pour le pire. Et tout ce que je pouvais penser, c'était, quand exactement était-elle devenue cette personne? Quand la femme que j'avais épousée était-elle devenue cette étrangère froide et calculatrice qui essayait de me détruire juste parce qu'elle le pouvait? Mais voilà le problème avec le fait d'être sous-estimé toute sa vie. Les gens ont tendance à se faire des idées sur ce dont on est capable. Ils voient les bottes de travail, le baccalauréat et le salaire modeste et ils pensent qu'ils vous ont tout compris. Ils pensent que vous n'êtes qu'un simple type qui ne sait pas comment le monde fonctionne vraiment. Ce que Belle ignorait, ce qu'elle n'avait jamais pris la peine d'apprendre durant toutes nos années ensemble, c'est que j'avais des liens qu'elle n'aurait même pas pu imaginer. Des relations fondées sur le respect et une affection sincère, pas juste par commodité et par avantage financier. Voyez-vous, il y avait quelque chose que je ne lui avais jamais dit sur sa propre famille. Quelque chose à propos de sa mère, Céleste Hollingsworth, qui aurait peut-être changé toute cette conversation si Belle avait prêté attention à quelqu'un d'autre qu'à elle-même. Céleste n'était pas n'importe quelle avocate. C'était l'avocate spécialisée en divorce la plus redoutée de toute la ville, peut-être de tout l'État. La femme qui avait fait tomber les politiciens, les PDG et tous ceux qui pensaient que leur argent et leur pouvoir les rendaient intouchables. Et ces 5 dernières années, alors que Belle était trop fière et têtue pour entretenir une quelconque relation avec sa mère, c'était moi qui gardais le contact. C'était moi qui avais appelé Céleste pour son anniversaire, qui lui avais envoyé des cartes de Noël, qui avait pris de ses nouvelles quand j'avais appris qu'elle avait subi une opération l'année dernière. Parce que contrairement à Belle,
j'avais compris une chose importante, on ne coupe pas les ponts avec des gens qui vous ont témoigné de la gentillesse. Peu importe les drames familiaux qui se tramaient. Et Céleste, malgré tout ce qui avait mal tourné entre elle et sa fille, m'avait toujours apprécié. Vraiment apprécié. Alors, assis là, à écouter les menaces de Belle, la regardant se pavaner comme un raideur d'entreprise qui vient de découvrir une entreprise prête à être rachetée, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. J'avais envie de sourire, car elle avait raison sur un point, ce serait la guerre. Mais elle avait commis une erreur cruciale dans sa planification. Elle avait supposé que je la mènerais seule. Pendant 3 jours, j'ai joué le rôle que Belle attendait de moi. J'ai déambulé dans la maison comme un chien battu, les épaules affaissées, croisant à peine son regard. Je l'ai laissé me voir fixer ses papiers de divorce comme s'ils étaient écrits dans une langue étrangère que je ne comprenais pas. Je l'ai même surprise à sourire en coin à 2 reprises, pensant que je ne regardais pas. Elle pensait probablement à la facilité avec laquelle tout cela allait être. En vérité, ces 3 jours n'étaient pas consacrés à jouer la défaite. Ils étaient consacrés à la planification. Pendant qu'elle était occupée à acheter des meubles en ligne pour son nouveau chez-soi et à envoyer des SMS à Dieu sait qui pour lui parler de sa prochaine manne, je réfléchissais vraiment pour la première fois depuis des mois. Sur qui j'étais et ce que je valais. Voyez-vous, quand quelqu'un que vous aimez vous dit que vous n'êtes pas assez bien, ça vous embrouille. Pendant les premiers jours qui ont suivi sa déclaration de divorce, une partie de moi l'a cru. Peut-être que j'étais juste un gars de petite ville qui avait eu la chance de tomber sur une femme comme Belle. Peut-être qu'elle me dépassait vraiment et que je devrais juste être reconnaissant pour les 9 années que j'ai eues. Mais le 3e jour, quelque chose a changé. J'étais assis dans mon atelier, dans le garage, le même garage où je lui avais construit cet établi à bijoux. Où j'avais rangé tout son stock d'affaires ratées, où j'avais passé d'innombrables soirées à réparer des choses pendant qu'elle se plaignait que le travail manuel n'était pas sexy. Je tenais cette vieille photo de Céleste que je garde cachée derrière ma boîte à outils. Elle datait de la remise des diplômes de Belle, à l'époque où les choses allaient encore bien entre mère et fille. Céleste portait ce tailleur noir impeccable qui criait « Ne me cherche pas », mais elle avait son bras autour des épaules de Belle et souriait vraiment. Un vrai sourire, pas ce sourire poli d'avocate que je l'avais vu arborer avec d'autres personnes. Et j'étais là, en arrière-plan, souriant comme un idiot dans ma seule belle chemise. Juste heureux de faire partie de ce qui semblait être une vraie famille. C'est là que j'ai compris. Céleste ne m'avait jamais traité comme si je n'étais pas à la hauteur. Pas une seule fois depuis toutes ces années que je la connaissais. Quand Belle faisait ses petites remarques sur mes études ou mon travail, Céleste les étouffait aussitôt. Jackson travaille plus dur en une semaine que la plupart des gens en un mois, disait-elle. Ou alors, l'intelligence ne se mesure pas par degrés, ma chérie. Après leur grosse dispute avec Belle et sa mère, à cause d'une Céleste trop autoritaire et peu encourageante pour ses rêves, j'étais le seul à rester en contact. Carte de Noël, appel d'anniversaire, nouvelle quand j'apprenais par la rumeur qu'elle travaillait sur une affaire particulièrement difficile. Non pas pour marquer des points ou pour jouer la carte de la prudence, mais parce qu'elle avait été gentille avec moi quand elle n'y était pas obligée, et surtout, parce que je respectais ce qu'elle pensait. Représenter. Voici une femme qui avait bâti quelque chose de concret, de durable, qui imposait le respect dans un monde qui n'en accordait pas facilement. Elle avait gagné toute sa réputation grâce à son courage et son intelligence. Et elle ne s'était jamais excusée d'être supérieure aux autres. Le 4e matin, j'ai pris ma décision. Belle était déjà partie pour un rendez-vous au spa. Il fallait bien être belle pour tout cet argent, non? Et la maison était enfin silencieuse. J'ai sorti mon téléphone et j'ai fait défiler la liste jusqu'à un contact que j'avais enregistré sous Mademoiselle C. On ne s'était pas parlé depuis peut-être 4 mois. Pas depuis que je l'avais appelée pour la féliciter d'avoir gagné un gros procès contre un cadre technologique. Qui tentait de dissimuler des actifs en crypto-monnaie. Mes mains tremblaient en appuyant sur le bouton d'appel. Non pas que j'avais peur de Céleste. Je n'avais jamais eu peur d'elle, mais parce que j'avais l'impression de franchir une limite que je ne pouvais pas dépasser. Une fois cet appel passé, impossible de revenir à mon rôle de gentil garçon qui voulait juste que tout le monde s'entende. Elle a répondu à la 2e sonnerie. Jackson Ward, a-t-elle dit, et j'entendais ce léger sourire dans sa voix. Ça fait un bail. Salut, mademoiselle C, dis-je en essayant de garder une voix posée. Oui, c'est vrai. Comment allez-vous? J'ai été mieux. J'ai été pire. La Céleste classique. Jamais perdu dans des banalités.
Vous avez l'air fatigué, Jackson. En fait, vous avez l'air plus que fatigué. Vous avez l'air épuisé. Mon Dieu. La femme pouvait lire les gens à travers le téléphone. Ouais, eh bien, la semaine a été difficile. Demanda-t-elle, et il y avait quelque chose de tranchant dans sa voix maintenant. Belle, confirmai-je. Pendant un moment, aucune de nous deux ne dit rien. Je l'entendais respirer. Je sentais presque son cerveau d'avocate s'emballer, analysant les possibilités, calculant les angles. Finalement, elle parla. Racontez-moi tout. Alors, je l'ai fait. Je lui ai parlé de l'héritage, de l'annonce suffisante que je n'étais plus assez bien. Du dossier rempli d'exigences qui me laisserait sans rien. Je lui ai parlé des menaces, de la confiance de Belle que je ne pouvais pas me permettre de riposter. De la façon dont elle m'avait regardé comme si j'étais chanson. Céleste ne m'a pas interrompu, n'a pas posé de questions, elle m'a juste laissé tout dire. Quand j'ai eu fini, le silence a duré si longtemps que j'ai cru que l'appel avait peut-être été coupé. Mademoiselle C, vous êtes toujours là? Je suis là. Sa voix était différente maintenant. Plus froide, plus concentrée. Jackson, j'ai besoin que vous m'écoutiez très attentivement. Avez-vous la date et l'heure du procès? Oui, c'est mardi prochain à 9 h. Envoyez-moi ces informations. Envoyez-moi des copies de tout ce qu'elle a déposé. Et Jackson, oui, madame. Elle marqua une pause. Et quand elle reprit la parole, sa voix était plus douce, mais d'une certaine manière plus dangereuse que je ne l'avais jamais entendue. Vous n'entrerez pas seul dans cette salle d'audience. Vous me comprenez? Oui, je pense. Non, Jackson. J'ai besoin que vous compreniez parfaitement. Ma fille semble avoir oublié qui l'a élevée. Elle semble penser qu'avoir de l'argent signifie qu'elle peut écraser des gens qui ne lui ont montré que loyauté et gentillesse. Une autre pause. Elle est sur le point d'apprendre que le sang ne coule pas toujours. Plus épais que le respect. Mon cœur battait si fort que j'étais sûr qu'elle l'entendait. Mademoiselle C, je ne peux pas vous le demander. Vous ne le demandez pas. Elle m'a interrompu. Je dis que Belle veut jouer dur. D'accord. Mais elle a choisi le mauvais jeu et elle a définitivement choisi le mauvais adversaire. J'ai entendu des papiers bruisser en arrière-plan. Je l'ai entendu taper quelque chose sur son ordinateur. Jackson. Oui, madame. Vous avez dit qu'elle vous avait dit que vous ne pouviez pas vous permettre de la combattre? C'est vrai. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, j'ai entendu quelqu'un rire. Vraiment rire. Et c'était le son le plus beau et le plus terrifiant que j'ai jamais entendu. Eh bien, Céleste a dit qu'elle allait bientôt découvrir à quel point elle avait tort. Mardi matin est arrivé avec une pluie battante qui a rendu tout gris et misérable, ce qui, honnêtement, semblait assez approprié pour ce qui était censé être le jour où ma vie a été officiellement foutue en l'air. Je suis resté debout sur les marches du palais de justice pendant 5 bonnes minutes, à regarder la pluie s'abattre sur mon pare-brise. J'essayais de me préparer mentalement à ce qui allait arriver. Céleste était restée muette sur sa stratégie. Fais-moi confiance, avait-elle dit lors de notre appel de suivi. Présente-toi en ressemblant exactement à l'homme que Belle pense que tu es. Qu'elle se croit déjà une. J'étais donc là, vêtu de ma chemise de deuxième choix et d'une cravate empruntée à mon voisin, jouant le rôle du technicien de maintenance débordé qui allait se faire écraser par les ressources supérieures de sa future ex-femme. Le hall du tribunal bourdonnait de cette nervosité particulière que l'on ressent seulement lorsque des vies entières sont sur le point d'être décidées par des inconnus en robe noire. Des avocats se pavanaient en costume. Des familles se serraient les coudes, chuchotant à propos de la garde des enfants. Des types comme moi essayaient de faire semblant d'appartenir à un lieu où la justice était censée résider. J'ai trouvé la bonne salle d'audience et je me suis glissé à l'intérieur, prenant place à ce que je pensais être la table des accusés. L'endroit sentait le vieux bois et les rêves brisés. Avec ses hauts plafonds qui faisaient résonner chaque murmure comme dans une sorte de cathédrale, sauf qu'au lieu de prier pour le salut, tout le monde priait pour ne pas se faire complètement avoir. C'est là que je l'ai entendu rire. Le rire de Belle me faisait sourire. C'était ce léger son musical qui pouvait me remonter le moral même après les pires journées de travail. Mais le rire que j'entendais résonner de l'autre côté de la salle d'audience, c'était tout autre chose. Il était cinglant, prédateur, le genre de rire qu'on éprouve quand on sait qu'on est sur le point de voir quelqu'un se faire détruire et qu'on ne peut rien y faire. Elle était assise à la table des plaignants,
comme si elle sortait tout droit d'une émission de télévision sur les avocats. Un tailleur de créateur qui coûtait probablement plus cher que ce que je gagnais en un mois. Une coiffure impeccablement coiffée en chinant qui criait « Je suis arrivé ». Un maquillage appliqué avec la précision qui prend 1 heure et 1 professionnel. Elle avait l'air sûre d'elle, chère et totalement intouchable. À côté d'elle était assis cet homme qui devait être son avocat, Preston York. D'après la plaque signalétique sur la table, il avait l'air d'une grande école. De son costume impeccablement repassé à son petit sourire suffisant, en passant par sa façon de vérifier sa Rolex comme si son temps était bien trop précieux pour ce drame judiciaire d'une petite ville. Il était jeune, peut-être la trentaine, avec ce genre particulier de l'arrogance qui vient du fait de ne jamais se faire botter le cul par quelqu'un qui sait vraiment ce qu'il fait. Ils avaient une conversation animée, tête penchée l'une vers l'autre comme s'ils complotaient pour dominer le monde au lieu de simplement essayer de voler ma maison et mon camion. Toutes les 2 ou 3 secondes, l'un d'eux me jetait un coup d'œil et gloussait comme si j'étais la chute d'une blague privée qu'ils avaient partagée. Puis Preston s'est levé et s'est dirigé vers ma table, ajustant sa cravate comme s'il s'apprêtait à livrer la performance de sa carrière. De près, il était encore plus odieux que je ne l'aurais cru. Dents parfaites, cheveux parfaits, et ce sourire condescendant qui me donnait envie de le frapper dans son visage parfait. « Monsieur Ward », dit-il en tendant la main comme si nous étions de vieux amis réunis pour déjeuner. Preston York, représentant Madame Ward, je dois vous demander, comptez-vous vous représenter vous-même aujourd'hui, ou dois-je m'attendre à une certaine concurrence ? Sa façon de parler de concurrence indiquait clairement qu'il ne s'attendait à aucune concurrence. C'était censé être un massacre, pas un combat loyal. Je lui ai serré la main, en veillant à la serrer un peu trop fort, et je l'ai regardé droit dans les yeux. « On verra bien, dis-je. » Cela a semblé l'amuser encore plus. Il a ri et a secoué la tête comme si j'étais un gamin qui venait de dire quelque chose d'adorable et de naïf. « Eh bien, j'admire votre assurance, je suppose. Cependant, je dois vous prévenir, une procédure de divorce peut être assez complexe. Beaucoup de nuances juridiques peuvent être difficiles pour quelqu'un sans formation adéquate. » Avant que je puisse répondre à cette remarque condescendante, l'huissier a crié « Levez-vous ». L'honorable juge Margaret Chin présidait. Nous nous sommes tous levés lorsque la juge Chin est entrée. Une femme d'une 50aine d'années, un peu naïve, qui ressemblait à. Elle avait vu tous les drames humains imaginables et n'était plus impressionnée par rien. Elle s'installa derrière son banc, ajusta ses lunettes et appela l'affaire. Ward contre Ward, annonça-t-elle d'une voix claire dans la salle d'audience. Les 2 parties sont-elles prêtes à commencer ? Preston sauta presque sur ses pieds. Prêt pour le plaignant. Votre honneur, le juge Chin me regarda avec impatience, et j'ouvris la bouche pour dire que j'étais prêt à me défendre seul. Mais avant que je puisse dire ces mots, les lourdes portes en bois au fond de la salle d'audience s'ouvrirent avec un fracas dramatique qui fit se retourner tout le monde. Céleste entra, Jésus-Christ. Cette femme savait faire une entrée remarquée. Elle avança d'un pas décidé dans l'allée centrale comme si elle était la maîtresse des lieux. Ses talons claquaient sur le sol en marbre au rythme d'un conte à rebours. Les cheveux tirés en arrière en un chignon sévère qui ne plaisantait pas vêtue d'un costume gris anthracite qui coûtait probablement plus cher que mon camion. Portant une mallette qui semblait pouvoir servir d'arme. Mais c'était son visage qui faisait vraiment sensation. Elle a capté l'attention de tous. Irréprochable, concentrée comme un laser. L'expression de quelqu'un qui était entré dans cette salle d'audience avec un seul objectif, l'anéantissement total. Un silence de mort s'est emparé de la salle. J'entendais les battements de mon cœur. J'ai presque senti le changement soudain de pression atmosphérique, chacun réalisant qu'il assistait à quelque chose d'inattendu. Céleste est passée devant la galerie, devant la table de Bell où Preston se tenait maintenant, la bouche ouverte comme un poisson, devant tous les autres avocats et le personnel du tribunal qui l'a fixé comme une célébrité du droit débarquant sans prévenir. Elle s'est arrêtée à ma table, a posé sa serviette avec une précision délibérée et s'est assise à côté de moi. Puis elle a regardé droit dans les yeux le juge Chin et a annoncé de cette voix claire et autoritaire qui pouvait couper l'acier. Céleste Hollingsworth, représentante de l'accusé, votre honneur. Les halètements ont été immédiats et audibles. Quelqu'un dans la galerie a murmuré, putain, avant de se reprendre. Preston avait l'air d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Et le juge. Les sourcils de Chin se haussèrent si haut qu'ils disparurent presque sous ses cheveux. Mais le meilleur, c'était d'observer le visage de Bell. Toute cette assurance, toute cette suffisance,
toute cette certitude qu'elle allait me faire sombrer dans l'oubli financier. Tout s'évapora. Sa bouche s'ouvrit, ses yeux s'écarquillèrent et, pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, elle parut véritablement effrayée. Céleste ne fit d'abord pas attention à sa fille. Au lieu de cela, elle ouvrit sa mallette, en sortit une pile de documents qui semblaient assez épaisses pour étrangler un cheval et les disposa sur la table avec la précision méthodique de quelqu'un qui charge des munitions. Puis, et seulement alors, elle se tourna et regarda Belle droit dans les yeux. Lorsqu'elle parla, sa voix était calme, professionnelle et absolument terrifiante. « Bonjour, ma chérie, dit-elle. Tu as l'air surprise de me voir. Si vous n'avez jamais vu une salle d'audience se figer en temps réel, laissez-moi vous dire que c'est quelque chose qu'on n'oublie pas. La température dans la pièce a chuté d'environ 20 degrés dès que Céleste a parlé, et je jure qu'on aurait pu entendre une mouche voler au dernier rang. Tout le monde était assis là, digérant ce qu'ils venaient d'observer, essayant de déterminer s'ils étaient sur le point d'assister à une procédure de divorce de routine ou à l'équivalent légal d'une exécution publique. La juge Chin fut la première à se reprendre, s'éclaircissant la gorge et fouillant dans ses papiers comme si elle gagnait du temps pour comprendre ce qui se tramait dans sa salle d'audience. « Mademoiselle Hollingsworth, dit-elle, et il y avait dans sa voix un respect prudent qui m'a tout dit sur la réputation de Céleste. C'est inattendu. Êtes-vous certaine de vouloir représenter l'accusé dans cette affaire ? Céleste n'a même pas scié. Absolument certaine, votre honneur. J'ai examiné le dossier en profondeur et je suis tout à fait prête à poursuivre. J'ai jeté un coup d'œil à Belle et, bon sang, si les regards pouvaient tuer, sa mère aurait été un cratère fumant. Mais sous cette colère, je voyais autre chose. Une peur sincère. Peut-être pour la première fois dans toute cette pagaille, Belle commençait à réaliser qu'elle avait peut-être les yeux plus gros que le ventre. Preston, quant à lui, semblait avoir appris que Noël était annulé. Toute cette confiance de la Ivy League s'était évaporée. Et il chuchotait frénétiquement avec Belle, cherchant probablement un moyen d'obtenir une prolongation ou de reporter l'affaire jusqu'à ce qu'ils puissent se ressaisir. Mais Céleste n'allait pas leur laisser cette chance. « Votre honneur, dit-elle, debout avec cette grâce fluide qui naît de décennies passées à diriger les salles d'audience. Avant de traiter les demandes du plaignant, j'aimerais présenter plusieurs requêtes au nom de mon client. » Elle fouilla dans sa mallette et en sortit ce qui ressemblait à un petit roman de documents juridiques. Je parle d'épaisses piles de papier parfaitement organisé, avec ses petits onglets colorés qui dépassaient comme un arc-en-ciel de guerre juridique. D'abord, poursuivit-elle, sa voix tranchant le silence comme un scalpel. J'ai demandé le rejet de chacune des demandes des plaignants, les qualifiant de prédatrices, sans fondement et malveillantes. Preston s'est levé si vite qu'il a failli renverser sa chaise. Votre honneur, c'est tout à fait secondaire. Céleste a poursuivi, sans même prendre acte de son interruption. Je demande un audit complet des actifs des deux parties, y compris une comptabilité judiciaire de toutes les transactions financières remontant à l'annonce de l'héritage. Objection, a pratiquement crié Preston. Ce sont des expéditions de pêche destinées à des tiers. Céleste a insisté, et maintenant sa voix était d'acier. Je demande une analyse et une enquête complète sur les habitudes de dépenses et les activités financières de la plaignante depuis la notification de son héritage. La juge Chin prenait des notes avec frénésie, et je la voyais essayer de suivre le rythme rapide de l'assaut juridique que Céleste déchaînait. Preston semblait se noyer, ouvrant et fermant la bouche sans qu'aucun mot cohérent ne sorte. Votre honneur, il a finalement réussi. Ces requêtes sont clairement des représailles. Et le sont-elles vraiment ? Céleste se tourna vers lui pour la première fois, et la température dans la pièce parvint à baisser encore davantage. Monsieur York, suggérez-vous qu'un examen approfondi de la situation financière de mon client ne devrait pas être suivi d'un examen tout aussi approfondi des activités de votre client ? Êtes-vous inquiet des révélations d'une telle enquête ? Sa façon de le dire donnait l'impression qu'elle savait déjà exactement ce qu'une telle enquête révélerait, et que ce ne serait pas rose pour Belle. Le visage de Preston prit une teinte rougeâtre intéressante. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Je souligne simplement que ces demandes d'informations financières aussi générales sont courantes dans les procédures de divorce impliquant des actifs importants. Céleste a terminé sans problème, ce qui est devenu le cas étant donné que l'épouse de mon client a récemment hérité d'une somme d'argent substantielle. Vous ne suggérez certainement pas que nous devrions procéder sans une compréhension complète de la situation financière des deux parties. La juge Chin les regarda tour à tour comme si elle assistait à un match de tennis, sauf qu'un joueur se faisait clairement botter le cul. Finalement, elle leva la main. Madame Hollingsworth, ces demandes sont très détaillées.
Êtes-vous prête à argumenter la nécessité de chaque requête? Absolument, votre honneur. En fait, je pense que les circonstances de cette affaire rendent de telles enquêtes non seulement souhaitables, mais essentielles pour que justice soit rendue. La façon dont elle a insisté sur la justice donnait l'impression qu'elle parlait de quelque chose de plus vaste que mon divorce. Comme s'il s'agissait de principes, de bien et de mal, de ce qui arrive quand on pense pouvoir utiliser l'argent et le pouvoir pour écraser quiconque se considère inférieur. Preston fouillait désespérément dans ses propres documents, cherchant visiblement un précédent juridique ou une procédure susceptible de ralentir le train de marchandises qui pesait sur son dossier. Mais le juge hochait déjà la tête d'un air pensif. Monsieur York, avez-vous des objections à la divulgation de renseignements financiers qui vont au-delà des pratiques habituelles? Eh bien, votre honneur, la portée de ces demandes semble excessivement large et a été rejetée, a déclaré fermement le juge Chin, compte tenu de l'évolution significative de la situation financière du demandeur, je trouve ces requêtes raisonnables et appropriées. Les audits complets des actifs des deux parties sont approuvés. La comptabilité judiciaire est approuvée. Et oui, monsieur York, un compte rendu détaillé de ses dépenses depuis l'approbation de la notification d'héritage. J'ai vu les épaules de Preston s'affaisser comme si quelqu'un venait de le dégonfler. De l'autre côté de la salle d'audience, Bell lui murmurait frénétiquement à l'oreille, mais il secouait la tête, essayant probablement de lui expliquer que non, il n'existait pas de faille juridique magique qui pourrait tout arranger. Céleste rassembla ses papiers avec la même précision méthodique qu'elle avait utilisée pour les Rangers. Chaque geste était délibéré et contrôlé. Lorsqu'elle se rassit à côté de moi, elle se pencha et murmura juste assez fort pour que je l'entende. La tempête est arrivée, Jackson. Et votre femme est sur le point d'apprendre ce que c'est que d'être pris au dépourvu sans aucun endroit où se cacher. En regardant la table de Bell, je pouvais voir Preston griffonner frénétiquement des notes, essayant probablement de trouver comment sauver une affaire qui venait d'exploser. Bell elle-même ressemblait à quelqu'un qui vient de réaliser qu'elle avait apporté un pistolet à eau dans un combat de chars. Mais le meilleur, c'était de voir la prise de conscience se dessiner lentement sur son visage. Pendant 9 ans, elle m'avait pris pour acquis, pensant que j'étais juste un type simple qui ne comprenait pas le fonctionnement du monde. Elle pensait pouvoir m'écraser parce que je n'avais pas ses relations, ses ressources, ni sa compréhension sophistiquée de la manipulation du système. Ce qu'elle n'avait jamais pris la peine d'apprendre, c'est que parfois, l'homme discret en botte de travail a des relations plus profondes que l'argent. Parfois, la loyauté et le respect comptent plus que l'héritage et l'attitude. Et parfois, juste parfois, la personne que vous avez sous-estimée tout au long de votre relation se révèle avoir des cartes en main dont vous ignoriez l'existence. Céleste avait déclaré la guerre. D'accord. Mais je n'étais que l'homme discret tenant l'épée qu'elle m'avait tendue, et j'étais enfin prêt à l'utiliser. Vous savez, on dit que la vérité finit toujours par éclater? Eh bien, quand Céleste Hollingsworth et son équipe fouillent votre entreprise, la vérité ne se dévoile pas comme ça. On la traîne à coups de pied et de cris dans la lumière, on la déshabille et on l'expose aux yeux de tous. Il a fallu exactement 5 jours aux hommes de Céleste pour fouiller la vie financière de Bell comme des limiers traquant une piste. Et laissez-moi vous dire que ce qu'ils ont découvert était bien pire que tout ce que j'aurais pu imaginer pendant ces longues nuits où je passais mes nuits à me demander comment la femme que j'avais épousée était devenue une telle inconnue. Céleste m'avait présenté à son équipe le lendemain de cette première audience. Et ils étaient exactement ce qu'on pouvait attendre d'une personne de sa réputation. D'abord, il y avait Yasmine, son assistante juridique. Cette quadragénaire au regard perçant, qui semblait pouvoir déceler un mensonge à 3 comtés de distance et qui avait ce genre de sourire qui vous donnait envie d'avouer des choses que vous n'aviez même pas encore faites. Ensuite, il y avait Hank, le détective privé, habillé comme un comptable, mais avec ce regard de prédateur qui ne manquait absolument rien. Ta femme a été occupée, m'avait dit Yasmine lors de notre première rencontre, étalant des relevés bancaires sur la table de conférence de Céleste comme si elle étalait des preuves sur une scène de crime. Ral était occupé. Les chiffres étaient stupéfiants. En 3 semaines, depuis qu'elle avait appris l'héritage, alors que l'argent n'était même pas encore arrivé sur son compte, Bell avait déjà dépensé plus de 180 000 $ en ce que les relevés bancaires appelaient poliment des biens et services de luxe. Mais lorsqu'Hank a commencé à détailler précisément ses achats, le tableau qui en est ressorti était bien pire que de simples virées shopping, location de jets privés, séjours dans des hôtels 5 étoiles dans des endroits dont je n'avais jamais entendu parler, sacs à main de créateurs plus chers que la plupart des voitures, bijoux qui auraient pu rembourser 2 fois notre prêt immobilier. Mais voilà le hic, elle ne faisait pas toutes ces dépenses seule. Il y a une tendance,
expliqua en désignant une série de transactions avec son stylo. Chaque achat important, chaque voyage, chaque dîner coûteux, tout cela est pour 2 personnes. Votre femme planifie sa sortie depuis un moment maintenant et elle a été aidée. C'est alors qu'ils m'ont montré les honoraires de consultant. 50 000 $ versés à une société appelée Blackwood Strategic. Consultant, ce qui semblait impressionnant jusqu'à ce que Hank m'explique de quoi il s'agissait vraiment. Très Blackwood, dit-il en faisant glisser une photo sur la table. 33 ans, il se présente comme un entrepreneur, ce qui semble être le code pour un chômeur aux pommettes saillantes. Mannequin à temps partiel, consommateur à temps plein. Votre femme l'a rencontré lors d'une retraite de yoga au Costa Rica il y a environ 6 mois. J'ai scruté la photo en essayant de comprendre ce que je voyais. Le type semblait tout droit sorti d'un magazine de fitness. Abdos, barbe de 3 jours parfaite et ce genre de sourire confiant qui devait faire l'affaire des femmes au foyer seules qui se sentaient sous-estimées. Yasmine hocha la tête d'un air sombre. D'après les relevés de carte de crédit, elle prend l'avion pour le rencontrer toutes les 2 ou 3 semaines. Elle vous a toujours dit que c'était pour des conférences d'affaires ou des week-ends entre filles, non? Elle avait raison. Bien sûr, je me souvenais de ses voyages, de l'enthousiasme que Belle éprouvait pour ses opportunités de réseautage et ses séminaires de développement personnel. Je l'avais même encouragée, pensant qu'elle avait peut-être enfin trouvé quelque chose qui lui plairait, quelque chose qui la rendrait heureuse. Au lieu de cela, elle utilisait mon soutien pour financer sa liaison avec une aspirante influenceuse qui voyait le dollar dès qu'elle mentionnait l'argent de son grand-père. Mais le contrat de consultante n'était qu'un début. L'équipe de Céleste avait creusé plus profondément, suivant des traces numériques qui dressaient un tableau encore plus sombre. Les registres d'hôtels montraient que Trey séjournait dans les mêmes suites de luxe que Belle réservait. Les factures de restaurants révélaient des dîners intimes pour 2 dans des établissements dont le prix par repas était supérieur à ce que je gagnais en une semaine. Il y avait des soins au spa, des massages en couple, des dégustations de vin, tout un fantasme romantique financé par l'héritage qu'elle tenait tant à me protéger. Ils planifient leur nouvelle vie ensemble, expliqua Céleste lors d'une de nos séances de stratégie. Sa voix était clinique, mais ses yeux flamboyaient d'une fureur contenue. Apparemment, en Espagne, votre femme et Monsieur Blackwood ont déjà versé un acompte pour une villa à Marbella. Ils comptaient utiliser l'accord de divorce pour financer leur aventure européenne. La trahison m'a fait plus mal que je ne l'aurais cru. Ce n'était pas seulement qu'elle me trompait, même si ça faisait un mal de chien. C'était le côté calculateur de tout ça. Sa façon de me regarder dans les yeux tous les matins pendant 6 mois, tout en planifiant secrètement de me détruire et de filer avec un type qui ne savait probablement pas écrire, engagement, à en juger par la moitié des lettres. Mais Céleste n'avait pas fini. Son équipe avait découvert quelque chose d'encore pire. Quelque chose qui franchissait la ligne de la trahison au comportement criminel pur et dur. Votre femme a falsifié votre signature, expliqua en faisant glisser un autre document sur la table. Rejoignez le compte d'investissement que vous avez ouvert il y a 3 ans pour ce fonds de rénovation. Elle a retiré 92 000 $ 2 semaines après avoir appris l'héritage. J'ai fixé le bordereau de retrait, ma propre signature, qui n'était certainement pas la mienne, la date prouvant qu'elle me volait tout en prévoyant de prendre tout ce que je possédais. J'ai commencé, puis arrêté, faute de mots pour exprimer ce que je ressentais. C'est une fraude criminelle. Céleste a terminé pour moi, et il y avait quelque chose de dangereux dans sa voix. Usurpation d'identité, falsification. Votre femme ne cherche pas seulement à divorcer, Jackson. Elle vous a systématiquement volé pour financer sa nouvelle relation. Le silence est revenu dans la pièce tandis que je réalisais. Yasmine classait des documents avec l'intensité concentrée de quelqu'un qui construit une forteresse à partir de preuves. Hank prenait des notes de son écriture soignée, pensant probablement déjà aux autres secrets qui pourraient se cacher dans l'empreinte numérique de Belle. Mais Céleste était assise là, à fixer cette signature falsifiée, avec le genre d'expression que j'avais vu sur son visage au tribunal. Le regard de quelqu'un qui venait de recevoir toutes les munitions nécessaires pour mettre fin à une guerre. Votre femme a commis une erreur, dit-elle finalement. En fait, elle en a commis plusieurs, mais la plus grave a été de croire qu'elle pouvait déjouer le système judiciaire tout en commettant des crimes qui laissent des traces écrites. Elle a rassemblé les documents et les a glissés dans un dossier portant le nom de Belle. Blackwood va être très contrarié lorsqu'il réalisera que son ticket modérateur est assorti de poursuites pénales, a-t-elle poursuivi. Et votre femme est sur le point d'apprendre que lorsqu'on tente de détruire la vie de quelqu'un en commettant une fraude, il arrive que la personne que l'on tente de détruire ait des amis qui savent exactement comment se défendre.
En regardant toutes ces preuves étalées sur la table, la liaison, le vol, les mensonges, la cruauté calculée. De tout cela, j'ai senti quelque chose changer en moi. Pendant des mois, j'avais ruminé cette culpabilité, me demandant ce que j'avais fait de mal, comment j'avais échoué en tant que mari, pourquoi je n'étais pas assez bien pour la femme que j'aimais. Mais en voyant la vérité exposée noir sur blanc, j'ai réalisé que je m'étais posé les mauvaises questions. Il ne s'agissait pas de ce que j'avais fait de mal. Il s'agissait de ce qu'elle avait choisi de devenir. Et maintenant, grâce à Céleste et à son équipe, tout le monde allait voir exactement ce que c'était. Céleste ne s'est pas réjouie. Bon sang, elle n'a même pas souri quand nous avons exposé toutes les preuves. La trahison de Belle, de l'autre côté de sa table de conférence, comme si nous préparions une campagne militaire. Au lieu de cela, elle se contenta de fixer ses documents avec l'expression froide et calculatrice d'un maître d'échecs qui venait de réaliser que son adversaire jouait aux dames depuis le début. Jackson, dit-elle en tapotant la table avec son stylo d'une manière rythmée qui rendait le silence plus inquiétant. Il y a quelque chose que tu dois comprendre à propos de la justice. Il ne s'agit pas de vengeance. Il ne s'agit pas de faire payer les gens pour le mal qu'ils t'ont fait. Il s'agit de conséquences. Des conséquences naturelles et inévitables des choix que chacun fait. Elle se leva et se dirigea vers les baies vitrées qui donnaient sur la ville. Son reflet fantomatique contre la vitre. Ta femme a fait des choix. Elle a choisi de te trahir, de te voler, de planifier ta destruction tout en te souriant de l'autre côté de la table du petit déjeuner. Maintenant, elle doit vivre avec les conséquences de ses choix. Sa façon de le dire m'a fait froid dans le dos, non pas par cruauté, mais parce que c'était si terre à accent grave terre. Comme si la chute de Belle n'était qu'une autre loi naturelle aussi prévisible que la gravité. Qu'est-ce que tu penses quoi? Demandai-je. Elle se retourna vers moi. Et il y avait quelque chose de différent dans son regard, maintenant. Quelque chose qui me faisait plaisir d'être de son côté et non l'inverse. Je pense qu'on va la laisser transpirer un mois, peut-être 2. On va faire traîner les choses jusqu'à ce qu'elle soit si désespérée qu'elle ne puisse plus réfléchir. Au cours des 4 semaines suivantes, Céleste a orchestré ce que je ne peux décrire que comme une guerre juridique menée avec une précision chirurgicale. Elle ne s'est pas contentée d'attaquer le cas de Belle. Elle a systématiquement démantelé chaque aspect de sa vie, pièce par pièce, avec l'efficacité méthodique de quelqu'un qui fait ça depuis 30 ans. D'abord, il y a eu les audiences. Pas seulement une ou deux, mais toute une série. Des audiences de déclaration de patrimoine où Belle a dû expliquer chaque achat effectué depuis l'annonce de son héritage. Des conférences de planification des dépositions où Preston se présentait en pensant qu'il s'agissait de simples questions de procédure, pour être pris au dépourvu par les exigences de Céleste, qui exigeait des témoignages sous serment de tous ceux qui gravitaient autour de Belle. Votre honneur, Preston, bégayait pendant ces audiences. Ce niveau de contrôle semblait excessif pour une simple procédure de divorce. Et Céleste répondait d'une voix claire et imperturbable. Votre honneur, lorsqu'une partie a commis une fraude et une usurpation d'identité, aucun niveau de contrôle n'est excessif. Nous veillons simplement à ce que justice soit rendue. Elle s'assurait de toujours parler de fraude et d'usurpation d'identité. Comme si elle enfonçait des clous dans un cercueil. Et la juge Chin, visiblement lassée des objections de Preston, se contentait d'acquiescer et d'approuver tout ce que Céleste demandait. Mais les audiences n'étaient qu'un début. Céleste avait instrumentalisé la procédure de communication préalable, la transformant en une machine implacable qui dévorait chaque aspect de la vie récente de Belle, relevés bancaires, relevés de cartes de crédit, reçus d'hôtel, relevés téléphoniques, publications sur les réseaux sociaux. Tout devenait preuve, et tout dressait le même tableau d'une trahison calculée. Le pire pour Belle n'était même pas la procédure judiciaire elle-même. C'était de voir son image sociale soigneusement construite s'effondrer en temps réel. Voyez-vous, Céleste avait veillé à ce que toutes les révélations de preuves soient publiques. Dossier. N'importe qui pouvait entrer dans le palais de justice et lire l'histoire de la liaison de Belle, sa fraude, son projet de fuir le pays avec son petit ami. Et dans une ville comme la nôtre, ce genre d'information se répand plus vite qu'une traînée de poudre. J'ai commencé à en entendre parler par des collègues. Dis donc, Jackson. Le proviseur adjoint disait, j'ai vu ton divorce dans le journal. On dirait que ta femme a vraiment mis les pieds dans le plat. L'équipe de maintenance me lançait des regards entendus, comme s'ils voulaient me soutenir, mais ne savait pas comment aborder le fait que ma femme avait été publiquement démasquée comme une voleuse infidèle. Mais le véritable mal se produisait dans le cercle social de Belle.
Il s'agissait de personnes qui la connaissaient depuis des années, qui avaient été impressionnées par la nouvelle de son héritage, qui avaient probablement été un peu jalouses de sa soudaine fortune. Maintenant, il lisait des documents judiciaires qui la dévoilaient comme quelqu'un qui avait falsifié la signature de son mari pour voler de l'argent pour sa liaison. Ses amis ont commencé à prendre leur distance, non seulement à cause du scandale, mais aussi par peur d'être entraînés dans ce pétrin judiciaire en tant que témoins. Céleste avait déjà fait témoigner 3 d'entre eux, posant des questions pointues sur ce qu'ils savaient de Trey à l'époque, et s'ils avaient aidé Belle à me cacher quoi que ce soit. Les dépositions étaient des chefs-d'œuvre de guerre psychologique. Yasmine préparait chaque témoin, expliquant précisément ce qu'était le parjure et quelles étaient les sanctions, faisant clairement comprendre que mentir était une erreur. Les personnes sous serment de protéger Belle ne valaient pas la peine de risquer leur propre avenir. Puis Céleste entrait dans ces salles de conférence tel un chirurgien armé d'un scalpel, décortiquant leurs témoignages avec des questions si précises et acharnées que même les témoins innocents finissaient par se sentir coupables. Madame Patterson, disait-elle à l'un des compagnons de yoga de Belle. Vous avez témoigné que vous pensiez que les voyages de Madame Ward au Costa Rica étaient professionnels. Mais vous avez également témoigné qu'elle vous avait montré des photos d'elle et de Monsieur Blackwood ensemble lors de dîners romantiques. Aidez-moi à comprendre comment ces deux faits se concilient. L'un après l'autre, les amis de Belle se sont soit retournés contre elle, soit ont pris tellement de distance qu'ils auraient tout aussi bien pu déménager dans un autre état. Celle qui avait prévu d'utiliser son héritage pour s'acheter une place dans une classe sociale supérieure s'est retrouvée plus isolée que jamais. Pendant ce temps, Céleste montait notre dossier comme une forteresse. Chaque document était catalogué. Chaque témoignage était recoupé. Chaque élément de preuve était organisé dans ce récit complet qui dépeignait Belle non seulement comme une femme tricheuse, mais en tant que criminelle qui avait systématiquement trahi la seule personne qui lui avait resté à travers tout. La requête en récupération des fonds volés est intervenue avec des intérêts calculés jusqu'au sou. La requête visant à inverser toutes les revendications de Belle sur la maison et la voiture est venue avec des précédents juridiques cités de 3 États différents. La requête pour elle de payer mes frais juridiques est venue avec une ventilation détaillée de chaque heure que l'équipe de Céleste avait dépensé à défaire les dégâts que Belle avait tenté de causer. Preston se noyait. On pouvait le voir sur son visage chaque fois qu'il entra dans une audience. La façon dont sa confiance s'était évaporée et avait été remplacée par cette énergie désespérée et paniquée. Il était bien sorti de sa ligue, essayant de défendre l'indéfendable contre quelqu'un qui avait oublié davantage la loi sur le divorce qu'il n'avait jamais appris. Votre honneur, il plaidait lors d'une audience particulièrement brutale. Mon client est prêt à discuter des conditions de règlement, mais Céleste secourait simplement la tête. Le règlement implique que les deux parties ont quelque chose à négocier, votre honneur. Le demandeur n'a rien à offrir sauf une promesse d'arrêter enfreindre la loi. Le juge Chin, qui avait clairement perdu toute patience avec la situation, soupirait et approuverait ce que Céleste avait demandé. La femme obtenait un siège au premier rang pour ce qui s'est passé lorsque quelqu'un a essayé de jouer le système juridique contre un adversaire qui savait comment l'utiliser. À la fin de ce mois, Belle ressemblait à une personne complètement différente. Fini la femme confiante qui s'était assise en face de moi exigeant tout ce que je possédais. À sa place se trouvait quelqu'un qui avait l'air fatigué, désespéré et très effrayé. Et Céleste, elle ne faisait que commencer. L'appel téléphonique est venu un jeudi soir juste après avoir fini le dîner et que je m'installais pour regarder une télévision insensée. Quand j'ai vu le nom de Belle sur mon identifiant d'appelant, je n'ai presque pas répondu. Nous n'avions pas parlé directement depuis ce matin-là, elle avait glissé ses papiers de divorce à travers notre table de cuisine. Et honnêtement, je n'étais pas sûr de vouloir entendre le schéma désespéré qu'elle avait préparé maintenant. Mais la curiosité a eu raison de moi. Ou peut-être que c'était quelque chose de plus sombre que ça. Peut-être que je voulais entendre la peur en elle voix. Je voulais savoir que toute la précision chirurgicale de Céleste traversait enfin ce mur de droit que Belle avait construit autour d'elle. Jackson, sa voix était différente, plus petite. La confiance qui lui avait pratiquement coulé au cours de ces premières semaines avait complètement disparu, remplacée par quelque chose qui ressemblait presque à la femme que j'avais épousée il y a 9 ans. Réalelle. J'ai gardé ma voix neutre, ne lui donnant rien pour travailler avec. Elle a fait une pause et je pouvais l'entendre respirer. Pouvais pratiquement la sentir chercher les bons mots. Je sais que les choses se sont compliquées entre nous. Compliqué comme ça a été un terme neutre qui pourrait minimiser en quelque sorte le fait qu'elle m'a trompé, m'a volé et a essayé de détruire ma vie tout en planifiant son évasion avec son jouet de garçon. C'est une façon de le dire.
J'ai dit, Jackson, s'il vous plaît. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin. Je n'ai jamais voulu une autre pause. Plus longtemps cette fois. Écoutez, peut-être que nous pouvons trouver quelque chose. Peut-être que nous pouvons régler tout cela sans tous les avocats et les dates du tribunal et la publicité. Publicité. C'est ce dont elle s'inquiétait vraiment. Pas la blessure qu'elle m'avait causée. Pas les années de mensonges et de manipulation, mais le fait que son linge sale était diffusé en public pour que tout le monde puisse le voir. J'écoute, dis-je. Bien que je ne l'étais pas vraiment. Je cherchais déjà le deuxième téléphone, celui que Céleste m'avait donné spécifiquement pour ce genre de situation. Je pensais, a poursuivi Belle, et maintenant il y avait cette luminosité forcée dans sa voix, comme si elle essayait de me vendre sur une nouvelle idée d'entreprise. Je pensais que j'étais peut-être un peu dur avec mes demandes initiales. Peut-être que nous pourrions trouver du terrain d'entente. Vous pourriez garder la maison et je pourrais prendre une plus petite part des économies. Peut-être que nous pourrions trouver quelque chose avec la voiture. Elle n'arrêtait pas de parler, présentant cette proposition révisée qui était encore conçue pour me baiser, juste avec une touche plus douce. Vol plus petit au lieu d'un vol complet, un moyen plus gentil et plus prévenant de détruire ma vie. Mais je n'écoutais pas vraiment les détails. Je pensais à 6 mois de planification, aux signatures forgées et aux voyages secrets et aux dîners romantiques financés avec de l'argent volé à notre compte conjoint. Je pensais à la façon dont elle m'avait regardé cette nuit-là comme si j'avais quelque chose dont elle avait besoin pour gratter sa chaussure. Réalelle, dis-je, la coupant au milieu de la phrase. Tenir une seconde. J'ai décroché le deuxième téléphone et composé le numéro de Céleste. Elle a répondu sur la première bague comme si elle s'attendait à cet appel. Jackson, c'est Belle, dis-je simplement. Elle veut s'installer. Il y a eu un moment de silence. Ensuite, j'ai entendu quelque chose qui aurait pu rire. Mettez-moi sur le conférencier, a déclaré Céleste. J'ai basculé le téléphone en mode haut-parleur et l'ai mis sur ma table basse. Belle, tu es là. Oui, je suis sa voix repoussée alors qu'elle réalisait ce qui se passait. Bonjour, Belle. La voix de Céleste a rempli mon salon, nette et professionnelle et absolument terrifiante. Je comprends que vous aimeriez discuter des termes de règlement. Le silence s'étendait assez longtemps pour que je me demande si Belle s'était raccrochée. Quand elle a finalement parlé, sa voix était à peine au-dessus d'un murmure. Maman, mademoiselle Hollingsworth ira bien, a répondu Céleste, et la température dans la pièce semblait baisser 10 degrés. Maintenant, à propos de ce règlement que vous proposez, je pensais juste, je veux dire, nous pourrions peut-être trouver quelque chose qui est juste pour tout le monde. Jackson est un homme bon et je n'ai jamais voulu le blesser. Et peut-être que si nous pouvions nous arrêter. La voix de Céleste a traversé la randonnée de Belle comme une lame. Arrêtez-vous. Savez-vous ce que signifie la décantation, Belle? Le stage est un privilège. C'est quelque chose qui se passe entre les parties qui ont quelque chose avec qui négocier, qui viennent à la table de bonne foi, qui n'ont pas passé des mois à commettre une fraude et un vol d'identité. Je pouvais entendre la respiration de Belle devenir plus rapide, plus paniquée. Le règlement est pour les personnes qui ont fait des erreurs, pas des personnes qui ont fait des choix, a continué Céleste. Vous n'avez pas accidentellement eu de liaison. Vous n'avez pas accidentellement forgé accidentellement la signature de votre mari. Vous n'avez pas accidentellement prévu de fuir le pays avec votre petit ami en utilisant de l'argent que vous avez volé. Ce fut des décisions délibérées et calculées. Mais quoi? Vous êtes désolé? La seule chose que vous ne vouliez pas être prise. Personne qui vous a soutenu à travers tout. S'il te plaît, murmura Belle, et maintenant elle pleurait. S'il vous plaît, je ne peux pas. Je ne peux pas passer avec ça. Toute la ville le sait déjà. Tout le monde parle de moi. Je ne peux pas. Vous auriez dû y penser avant de décider de vous faire des crimes pour financer votre histoire d'amour. Céleste a répondu sans les conséquences. Il est comme une famille pour vous. Vous, en revanche, êtes quelqu'un qui a trahi la famille, qui a utilisé les gens qu'il aimait pour détruire quelqu'un de bien, décent et loyal. Je ne représente pas des gens comme ça. Je les détruis. Et avec ça, elle a raccroché. Je me suis assis là dans mon salon en écoutant Belle pleurer par le téléphone, et pendant un moment, je me suis presque senti désolé pour elle. Presque. Puis je me suis souvenu du regard suffisant sur son visage quand elle m'a dit que je ne pouvais pas me permettre de la combattre.
Je me suis souvenu de la façon dont elle avait planifié ma destruction pendant que je faisais son petit déjeuner chaque matin. L'argent. Ça m'a rendu fou. J'ai fait des erreurs, mais on peut arranger ça. On peut s'arranger. Non, j'ai dit qu'on ne pouvait pas, parce que ce n'est pas une question d'erreur, Belle. C'est une question de choix. Et tu as choisi de devenir quelqu'un que je ne reconnais pas. J'ai raccroché et me suis adossé à ma chaise, ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. La paix. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, je savais exactement où j'en étais. Le procès allait avoir lieu. Justice allait être rendue. Et Belle Point allait apprendre que les actions ont conséquences, même lorsque vous êtes assez riche pour penser qu'ils ne le font pas. Le procès était un massacre. Pur et simple. Céleste a tout présenté. L'affaire, les signatures forgées, l'argent volé, le plan élaboré de fuir en Espagne avec trait. Elle a tout exposé avec la précision d'un chirurgien. Chaque élément de preuve s'appuyant sur le dernier jusqu'à ce qu'il n'y ait aucun doute sur ce que Belle était devenue. Le juge Chin n'a pas simplement régné en ma faveur. Elle semblait personnellement offensée par ce qu'elle avait entendu. Belle a dû rembourser chaque dollar volé avec intérêt. Elle a perdu toutes les revendications à la maison, la voiture, tout. Et elle a dû couvrir mes frais juridiques. Qui était à ce moment-là substantiel. Mais la pire partie de Belle n'était pas le jugement financier. Il regardait sa réputation se détruire en temps réel. Le juge Chin a en fait félicité le professionnalisme et l'intégrité de Céleste tandis que Belle se tenait là-bas au visage rouge, exposée et complètement seule. Preston avait l'air de vouloir disparaître dans le sol. Il l'avait déjà fantôme au moment où il s'est rendu compte qu'elle n'obtenait pas l'argent du règlement qu'il comptait sur. Après la fin, Belle a essayé un dernier jeu désespéré. Elle attendait devant le palais de justice et s'approcha de sa mère, des larmes coulant sur son visage. « Maman, s'il te plaît. Je sais que j'ai foiré, mais tu es toujours ma mère. Nous pouvons réparer ça, n'est-ce pas ?» Céleste a regardé sa fille avec la même expression froide qu'elle avait portée tout au long du procès. Quand elle a parlé, sa voix était silencieuse mais coupe. « Vous avez trahi le seul homme qui ait jamais vraiment cru en vous, Belle. Vous m'avez utilisé, manipulé le système juridique et essayé de détruire quelqu'un de bien et de bien parce que vous le pouviez. Je vous ai soulevé mieux que cela, mais apparemment j'ai échoué. » Elle a fait une pause, ajustant sa sangle de mallette. « Je ne mets pas les lowards, et je n'associe pas à des criminels. Son héritage est intact, mais sa vie en ruine. Et sa mère, la seule personne qui aurait pu l'aider à reconstruire, ne voulait rien avoir à faire avec elle. Il s'est avéré que la justice était aussi froide et inévitable que Céleste l'avait promis. 6 mois plus tard, la vie ne ressemble en rien à ce à quoi je m'attendais. Céleste et moi sommes restés proches, plus près que je ne l'imaginais possible. Ce qui a commencé comme une relation professionnelle est devenu quelque chose de plus profond, quelque chose que j'essaie toujours de comprendre la tête. Nous le prenons lentement. Nous sommes tous les deux assez intelligents pour savoir que les relations construites sur l'épave des autres ont besoin de fondations solides. Nous passons des week-ends ensemble dans la cabine que son père l'a laissée dans les montagnes, travaillant avec nos mains pour restaurer quelque chose de beau que le temps avait résisté. Elle est étonnamment bonne avec les outils électriques. Et j'ai découvert qu'elle faisait un café incroyable et raconte des histoires qui me font rire jusqu'à ce que mes côtés me font mal. Le mois dernier, elle m'a invité à un gala juridique de fantaisie comme rendez-vous. Mon client préféré. Elle m'a présenté comme avec ce sourire subtil qui a fait se demander chaque avocat de la pièce. Quant à moi, je suis retourné à l'école à temps partiel pour étudier le design de menuiserie au collège communautaire. Il s'avère que j'ai un vrai talent pour ça. Qui savait que toutes ces années de réparation des choses m'avaient préparé à quelque chose de plus grand. Je ne suis pas riche. Ne le sera probablement jamais. Mais j'ai quelque chose de plus précieux. Tranquillité d'esprit et soi-même. La maison se sent aussi différente maintenant. C'est à moi encore la mienne. Vraiment le mien, rempli de meubles que j'ai construits et des souvenirs dont je suis fier. Parfois, je me surprends à sourire sans aucune raison, juste reconnaissant d'être exactement là où je suis. Belle pensait que j'étais en dessous d'elle, que je ne pouvais pas me permettre de combattre quelqu'un avec ses ressources et son ambition. Elle pensait mal à beaucoup de choses, mais elle avait la plupart du mal à ce qui rend une personne précieuse. Sa trahison m'a donné